さあなたのすべてが愛にたかるギラギラ燃えてしまいたい。 La funeste nouvelle de la disparition d'Uki, l'un des six grands généraux, projeta son ombre sur le ciel de Kin. Cependant, au sein du cœur des habitants, la peur l'emporta sur le chagrin, car la mort de cet oiseau colossal symbolisait le déclin de leur nation. Durant la 4e année du règne d'Eisei, un an après la mort d'Uki, la guerre sévissait à travers de vastes régions. Mais un front se distinguait par son effervescence particulière. C'était là que l'unité Aishin se battait avec acharnement. Forte de 300 hommes depuis la guerre contre Zhao, elle conservait son statut d'unité spéciale, lui permettant de s'engager sur n'importe quel champ de bataille, sans être affiliée à une armée spécifique. Sa réputation grandissante était le fruit d'une série de victoires incontestées, élevant ainsi les noms de Shin et de son unité au rang de légende sur tous les champs de bataille du pays. Tandis que sur le front militaire s'écrivait une nouvelle page de gloire pour l'unité Aishin, à la cour royale, une nouvelle prenait forme avec l'arrivée du premier ministre de Zhao, Riboku. L'investigateur de la venue de Riboku n'était nul autre que Ryufui. À la cour de Zhao, un jeune homme au charme indéniable, répondant au nom de Shunpei-kun, occupait une place privilégiée dans le cœur du roi, en tant que favori et confident. À l'époque où Ryufui menait des affaires entre Yan et Zhao, il avait établi une relation avec Shunpei-kun et lui avait offert son assistance financière. Subtilement, un message survint à Shunpei-kun l'invitant à se rendre à Qin, où il fut capturé par le chancelier Ryufui. C'est alors que le chancelier informa alors le roi de Zhao que pour retrouver Shunpei-kun sain et sauf, il devait dépêcher en personne son premier ministre. Cette situation tendue provoqua une montée de l'appréhension dans la capitale dès l'arrivée des envoyés de Zhao. Shin reçut une invitation à la réception organisée en l'honneur de Riboku, constatant la présence de Mobu, de Tu, ainsi que de ses commandants. La cérémonie débuta, dévoilant une scène où la géopolitique était à l'œuvre, orchestrant les intrigues et les tensions entre les différentes factions. La cérémonie débuta par des échanges de politesse entre Ryufui et Riboku, où chacun se félicita du parcours accompli pour atteindre leurs positions respectives. Riboku, après ses amabilités, avança une proposition réfléchie. Comme vous le savez, la Chine est divisée en 7 royaumes, de puissance inégale. Sous le règne du roi Shō, Qin a gagné en importance, derrière l'immense royaume de Shu, devenant ainsi le deuxième plus grand état de Chine. Viennent ensuite Zhao, Wei, Qi, Yan et Han. Il évoqua ensuite les différentes perspectives envisageables pour Qin et Zhao. La stupeur générale, Riboku avança l'idée audacieuse d'une alliance entre les deux royaumes. Cependant, le chancelier Ryufui, après avoir évalué la valeur stratégique de Riboku pour Zhao, refusa cette offre d'alliance, mettant en balance l'importance de Riboku et celle de cette alliance. Il ajouta l'ajout d'un château de Zhao en tant qu'élément supplémentaire. Après une bataille psychologique intense entre ces deux hommes d'influence, Riboku finit par accepter l'offre de Ryufui. Ainsi, le château de Kanku passa sous la souveraineté de Qin, scellant ainsi une alliance inattendue entre Zhao et Qin. À la clôture de la rencontre officielle, l'assemblée se déplaça vers un autre édifice où l'alliance entre Zhao et Qin fut célébrée au cours d'un banquet somptueux. Bien que l'atmosphère semblât festive en apparence, la tension régnait parmi les convives. Shin prit place à une table libre, mais il fut surpris de voir Riboku s'installer en face de lui. Malgré une conclusion récente d'une alliance entre les deux pays, il était difficile pour certains convives de demeurer à leur place en présence d'anciens ennemis. Mobu, par exemple, quitta la cérémonie de manière plutôt unique, en absorbant une grande quantité d'alcool, s'éloignant paisiblement du lieu. Shin saisit par l'occasion pour discuter avec Riboku, et à la fin de leur échange, il annonça que ce serait lui qui prendrait la tête de Riboku. Au cours de ce banquet, la question de l'otage fut soulevée. Shunpei-kun devait retourner avec Riboku, mais Ryufui exigea qu'un autre otage de Zhao demeure en captivité jusqu'à ce que les troupes de Qin pénètrent dans Kanku. Le seigneur Eto, un financier de Zhao, se dévoua pour remplir ce rôle. C'est ainsi que cette situation fut résolue, sans qu'une seule goutte de sang ne soit versée. Un mois après la conclusion de l'alliance entre Zhao et Qin, l'unité Aishin battait avec une ardeur renouvelée. Peu de temps après, Shin retrouva Eki, avec qui il discuta des plans de Qin pour la prochaine guerre. La cible était l'état de Wei. Pour l'instant, rien de concret n'était encore décidé, mais cela n'était qu'une question de temps. Au cours d'une bataille habituelle, Shin fit la rencontre d'un autre commandant dirigeant une unité spéciale de 300 hommes, appelée la Gyuku-u. Ce commandant se nommait Honhon, et il avait réussi à éliminer le chef du camp ennemi avant Shin. Une forte rivalité commença à émerger entre lui et Shin. Par la suite, Honhon révéla également à Shin qu'il faisait partie de la même famille que le général Uki. C'est ainsi que pendant cette courte période où ces deux commandants se trouvaient sous le même front, accumulèrent à tour de rôle des exploits successifs. Eisei entreprit une visite des plus importantes
en se rendant auprès de sa mère. En tant que roi de Qin, il aspirait à accroître son influence sur le royaume. Ainsi, il s'approcha de sa mère dans cette intention. Celle-ci ayant partagé par le passé un passé commun douloureux à Zhao avec Sei, ne pouvait supporter la vue de son fils. Malgré ses sentiments complexes, elle décida néanmoins d'apporter son soutien à Sei. Par la suite, un événement vint altérer la situation initiale. Ku, l'une des servantes fidèles du roi, se trouva dans un état critique entre la vie et la mort. Elle avait été blessée après avoir appris la liaison entre le chancelier Ryo et la mère de Sei. Il apparaissait clairement que Ryo, qui avait gravi les échelons depuis un simple marchand jusqu'à devenir l'homme d'État le plus influent de l'État de Qin, aspirait à une seule chose, régner en maître sur l'ensemble de Qin. Face à cette révélation, Sei mobilisa tous les moyens à sa disposition pour sauver Ku, réussissant finalement à préserver sa vie. Dès qu'il prit connaissance de la nature de la relation entre Ryo et sa mère, il prit la décision de contre-attaquer. La nouvelle fut rapidement propagée dans la cour, acquérant une ampleur considérable. Cependant, la situation prit une tournure inattendue lorsque la mère de Sei décida de rallier le camp de Ryo, conférant ainsi davantage de crédibilité à la nouvelle précédemment annoncée. Les jeux de pouvoir entre le roi et Ryo persistaient, évoluant de la manière la plus complexe et subtile. Dans les premières lignes, un mois s'était écoulé et la grande guerre tant redoutée entre l'état de Qin et l'état de Wei était sur le point de débuter. En cette 5e année de règne d'Heisei, Qin lançait 200 000 soldats à l'assaut de Wei, avec pour objectif l'annexion de la région de Sanyu. Le commandant en chef de cette imposante force était le général Mugu. Comme à son habitude, le général Mugu divisa ses troupes en armées plus petites, plaçant l'unité Aishin en première ligne aux côtés de l'unité Gyuku'u Donghon. C'est lors de cette disposition que Shin fit connaissance de Muten, commandant de l'unité Gakuka. Cette rencontre laissait entrevoir une rivalité naissante entre les trois unités rivales. La première cible de Qin fut la cité de Guru, une grande ville que le général Mugu s'empressa d'encercler. La prise de cette ville s'avéra être une tâche laborieuse, l'armée de Wei parvenant à repousser les assauts de Qin malgré les efforts conséquents déployés. Alors que l'impatience rongeait les soldats de Qin, ceux de Wei, inébranlables face à l'envahisseur, exultaient. Néanmoins, la situation allait bientôt prendre un tournant décisif. Au 11e jour des hostilités, la Gyuku'u Donghon déploya son plan stratégique. Utilisant une tour de siège pour prendre de vitesse les troupes de Wei, les hommes de Honghon lança un assaut éclair, ouvrant ainsi les portes de la ville. À ce moment précis, Muten de la Gakuga profita de l'ouverture des portes pour lancer sa propre attaque. L'envahissement de la ville fut rapide, ainsi les étendards de Qin flottaient fièrement au sommet du palais du maître de la ville. Kuro était tombé et Qin avait remporté la victoire. L'offensive de Muten s'était révélée être d'une rapidité fulgurante. Au moment où tout semblait calme, un bruit retentissant se fit entendre, attirant l'attention de Shin qui accourut sur place pour comprendre la source de ce tumulte. Ce qu'il découvrit fut une vision d'horreur. Caractéristique des atrocités de la guerre, les soldats de Qin, censés être les défenseurs, s'adonnaient à des actes répréhensibles tels que le pillage et le viol sur des civils résignés face à la prise de leur ville. Shin, animé par un profond sens de l'honneur, s'éleva contre ces actes inhumains. C'est alors que Randu, commandant de 1000 hommes, fut identifié comme responsable de ces comportements déplorables. Sans attendre et laissant éclater sa colère, Shin se précipita vers lui pour l'attaquer. Toutefois, au moment où son coup aurait pu atteindre sa cible, la voix de Muten le stoppa net, l'informant des conséquences dramatiques que son geste impulsif pourrait engendrer, menaçant ainsi de compromettre tout ce qu'il avait accompli jusqu'alors. Malgré les conseils judicieux de Muten, Shin administra néanmoins une leçon mémorable au commandant de 1000 hommes. Pour Shin, l'horreur de la guerre ne justifiait en aucun cas les attaques contre des civils innocents, et il s'inscrivait dans une vision plus noble de devenir le plus grand général sous les cieux. Les hommes de Randu furent par la suite punis par leurs crimes et Shin ne connut qu'une peine de prison pour la durée de la soirée. Durant ce bref séjour en prison, Shin eut l'occasion de discuter avec Kyokai pendant la nuit. Bien que cet incident n'ait pas eu de conséquences majeures sur l'unité Aishin, Muten avait usé de son influence pour atténuer les répercussions de l'affaire. Ce début de guerre semblait favorable à l'armée de Qin. Cependant, cette campagne allait les opposer à un homme redoutable, le grand général Renpa, qui avait autrefois occupé une place prestigieuse parmi les trois grands cieux de Zhao. 3 ans auparavant, lorsqu'il livrait sa première bataille sur les plaines de Dakan, sous les ordres du général Dukyu, une autre confrontation s'était déroulée en Chine. Celle-ci opposait des soldats de Zhao contre ceux de Zhao. Cette lutte brutale avait débuté avec l'ascension au trône du roi Tojo l'année précédente. Le roi Tojo, animé par une aversion profonde envers Renpa depuis son enfance, où ce dernier le réprimandait constamment pour son comportement déplorable, ordonna la destitution du général Renpa. Cette décision conduisit à l'affrontement entre les forces du roi Tojo et celles de Renpa. Malgré les sentiments personnels impliqués, Renpa remporta cette guerre et par la suite décida pour rejoindre l'état de Wei. 3 années s'écoulèrent sans que Renpa ne commande aucune armée. Son impatience de se battre sous les couleurs de Wei grandissait. Ancien membre des 3 grands cieux de Zhao, il possédait une férocité équivalente à celle des 6 grands généraux de Qin. La scène était ainsi préparée pour l'entrée en scène de Renpa, un adversaire redoutable qui allait mettre à l'épreuve les capacités de l'armée de Qin. Cependant, pour l'heure présente, l'armée de Qin progressait sans encombre. L'unité Aishin démontrant une fois de plus sa vaillance, accomplit des exploits notables durant cette campagne, en jouant un rôle majeur dans l'avancée vers la prise de la 3e ville de Wei.